C'est l'info, l'invité de la semaine. Le feu et la fureur. Voilà le titre du livre Enquête de Michael Wolff, sorti la semaine dernière aux États-Unis et déjà en tête des ventes sur Amazon. On va en parler avec Nicolas Gachon. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes universitaire, consultant et spécialiste des États-Unis. Alors Nicolas Gachon, ce livre, il relate les coulisses de l'accession au pouvoir et des premiers mois de mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un livre que le président américain a tenté en vain de faire interdire. Ce livre, donc justement Fire and Fury, a provoqué la colère de Donald Trump. Peut-il avoir un impact politique durable et non seulement être pourvoyeur, alors on va en parler, d'informations croustillantes? Alors, est-ce qu'il aura un impact politique durable? Il est un petit peu tôt pour le dire. Sans doute qu'il a déjà un impact politique, mais qui n'est peut-être pas celui qu'on attend. À mon avis, il faut bien voir que c'est, pour l'instant, l'exploitation très commerciale donc d'une problématique politique. C'est un ouvrage dont le contenu n'est pas véritablement inédit. La plupart des révélations ont été assez largement connu. Ce qui est très frappant, c'est que la diffusion a été soit aussi médiatisée, qu'il y ait une telle opération promotionnelle, et que la parole de Steve Bannon, qui est un très très proche de Donald Trump, soit impliquée. Alors, il va falloir essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et à mon avis, en tirant les fils de cette pelote un petit peu compliquée, on va voir dans les semaines qui viennent que vraisemblablement, il y a une problématique politique beaucoup plus complexe pour Trump que ce qu'on imagine pour le moment, c'est-à-dire des tensions avec son ancien conseiller Steve Bannon. Alors avant de rentrer effectivement dans ce que dit, dans ce que raconte réellement le livre, qui est cet auteur, Michael Wolff, et surtout comment a-t-il fait pour avoir l'ensemble de ces informations? Alors, on ne le sait pas vraiment. On sait qui est Michael Wolff, c'est un journaliste assez sulfureux, qui fait partie de la mouvance conservatrice, qui est l'auteur d'une biographie de Rupert Murdoch, qui est le propriétaire de Fox News, qui a eu longtemps maille à partir pour des questions de déontologie journalistique, avec notamment le New York Times. Donc, en termes politiques, ça n'est pas le grand amour, visiblement. Et on voit bien que depuis que la publication a eu lieu, que l'incident médiatico-politique ou politico-médiatique a eu lieu, on voit bien que Michael Wolff court les plateaux de télévision et qu'il adopte un ton qui est quasiment aussi sulfureux que celui de Bannon lui-même ou de Trump lui-même. Voilà, donc il a eu accès effectivement à la Maison-Blanche et on ne sait pas très exactement comment. Lui-même a reconnu sur un plateau de télévision qu'il a eu accès à la Maison-Blanche en mentant, en prétextant un certain nombre de choses, et Trump a démenti catégoriquement lui avoir donné accès à la Maison-Blanche. Donc on pense bien qu'il a eu accès par l'entourage de Trump, par l'entourage de Steve Bannon, mais c'est une affaire qui est un petit peu dérangeante, surtout aux États-Unis où la façon dont les choses, où les sources sont acquises, c'est important en France aussi, mais on beaucoup de fois, et on ne sait pas très exactement quel a été son accès à la Maison-Blanche. Ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir ce genre de fuite. Alors le livre, il commence par souligner la surprise de Trump, mais pas uniquement, de toute son équipe devant la victoire à l'élection présidentielle le 8 novembre 2016. Et le soir même, lorsqu'il comprend qu'il vient d'être élu, Donald Trump est frappé de stupeur. Sa femme, Melania Trump, elle, fond en larmes des larmes qui ne sont visiblement pas des larmes de joie. Non. Alors, peut-être que cet événement a été aussi, je ne le sais pas, je n'y ai pas assisté, mais c'est tout à fait plausible. Écoutez, la presse, le monde entier l'a constaté. Rappelez-vous, le lendemain de la victoire ou le surlendemain de la victoire de Trump en novembre 2016, lorsqu'il est reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche par Barack Obama, les journalistes, la presse du monde entier a noté que Trump avait l'air prostré. Et visiblement, le candidat Trump, qui était assis, adossé à une ligne extrêmement populiste, ne pensait absolument pas être. Donc effectivement, ça a dû arriver comme un choc. Il a dû mesurer donc la chape de plomb qui lui tombait sur les épaules. Cela étant, au-delà de ça, après donc la posture de son épouse sont des choses qui sont donc exploitées dans l'ouvrage, mais on ne saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que la surprise de Trump face à son élection est très 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 possible.
Ouais. Dans le livre, on apprend également beaucoup, Nicolas Gachon, sur le fonctionnement de la Maison Blanche, mais aussi sur le rôle crucial de Jared Kushner. C'est l'homme marié à Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Effectivement, le gendre de Donald Trump semble jouer un rôle prédominant dans toute l'influence. Donc, il semble effectivement avoir énormément d'influence sur Donald Trump. Oui, et c'est une épine dans le pied de Donald Trump, et c'est une épine incontournable puisque c'est lui-même qui s'inflige en fin de compte. Si vous voulez, vous avez une sorte de gendre conseiller, vous avez sa fille à la Maison Blanche, et là, on est dans une position qui confine au népotisme. Et Donald Trump a toujours été en porte-à-faux avec Steve Bannon sur ce sujet-là. Steve Bannon déteste Jared Kushner et n'apprécie pas du tout le positionnement d'Ivanka Trump à la Maison Blanche. Bannon s'est ému de certaines photos d'Ivanka Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche, ou dans le fait que durant un G20, Trump s'absente d'une session et que pendant son absence, Ivanka Trump, sa fille, donc prenne sa place et donc se retrouve à la table des dirigeants de ce monde. Donc peut-être une petite part de jalousie. Il faut savoir que Bannon a été qualifié par l'entourage par les conseillers à la Maison Blanche de sorte de Rasputin. Donc il y a toujours eu des tensions entre Kushner et Steve Bannon, et ça continue. Donc aujourd'hui, Steve Bannon n'est plus là, mais les tensions se poursuivent, notamment avec Rex Tillerson, qui est le secrétaire d'État, qui est le ministre des Affaires étrangères, qu'on dit perpétuellement partant, mais qui est dans une position extraordinairement difficile, puisque Donald Trump a confié à Jared Kushner une partie du portefeuille, en fin de compte, des très très grands dossiers, notamment au Moyen-Orient, notamment la question de Jérusalem, à Jared Kushner. Donc c'est très compliqué parce que c'était un candidat qui s'était présenté sur une rhétorique anti-élite, anti-marécage, puisqu'il disait qu'il allait assécher les marécages donc à Washington. Le fait d'importer sa famille jusqu'à l'intérieur de la Maison-Blanche pose quand même un certain nombre de problèmes éthiques et déontologiques, et c'est une tension qui avait toujours été existante entre Steve Bannon et Donald Trump. Donc c'est pas très étonnant que ça se retrouve dans l'ouvrage. Oui, alors justement, vous évoquiez Ivanka Trump qui prend la place de papa pendant les réunions lorsque celui-ci s'absente. On peut parler d'une ambition présidentielle, ou c'est vraiment parce que effectivement papa est à la Maison Blanche et donc j'en profite? Je ne pense pas qu'il y ait d'ambition présidentielle pour le moment. Je pense que c'est une jeune femme qui est assez brillante, qui est beaucoup plus mainstream, entre guillemets, donc qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus présentable, si vous voulez, que son père. Et son père a une très très grande confiance en elle. Voilà. Donc non, à ce jour, il n'est pas véritablement question, et personne ne parle vraiment, et personne ne songerait à penser d'ambition présidentielle d'Ivanka Trump. Et puis elle commet un certain nombre de faux pas. Il y a eu un discours d'Oprah Winfrey dimanche soir au Golden Globe Awards, où donc la presse commence à frémir. On se demande si Oprah Winfrey va endosser le rôle de candidate démocrate à la présidentielle. Immédiatement, Ivanka Trump a tweeté pour essayer de récupérer l'événement, la logique Me Too, le combat des femmes, du féminisme, et immédiatement il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux, puisque on reproche à Ivanka Trump, donc justement en tant que jeune femme, de n'avoir jamais pris position contre les propos de son père à l'encontre des femmes. Donc Ivanka Trump, pour l'instant, à mon avis, se crée un costume qui sera très très difficile à porter dans la perspective d'une éventuelle présidentielle. Oui, alors justement, en tout cas, ce qui ressort de ce livre, c'est que la Maison-Blanche est aujourd'hui partagée et divisée entre deux camps, les républicains institutionnels, les nationalistes, et le camp familial vu comme plus progressiste. C'est assez intéressant de voir qu'effectivement autour de Donald Trump, deux entités très divergentes tournent autour de l'homme président des États-Unis. Et il est actuellement pris en étau. À mon avis, la perspective d'interprétation, elle est à ce niveau-là. Trump est en ce moment littéralement coincé, pour parler de manière familière, coincé, comme vous le dites, donc le Parti républicain. Et le Parti républicain est en train d'annoncer que s'il perd les élections de mi-mandat en novembre 2018, il pourrait se débarrasser de Trump. Et de l'autre côté, vous avez cette droite conservatrice très dure qui était incarnée par Steve Bannon et qui visiblement a quand même porté un coup à Donald Trump. Donc il est pris
entre les deux. Et on voit bien que ces derniers jours, Trump émet des signaux qui sont un petit peu inquiétants. On voit bien qu'il vacille. Il a tenu des propos assez incohérents aujourd'hui, en tout cas contradictoires aujourd'hui sur l'immigration. Il a réagi très vivement contre la cour de district du 9e circuit qui a invalidé donc une de ses décisions. On sent que le président est actuellement sous une grande tension et il a aussi changé de position, changé de fusil d'épaule sur l'accord de Paris. Oui, Ce qui est très surprenant. Effectivement, hein, on va en parler dans quelques instants. Juste pour terminer effectivement sur ce livre, Nicolas Gachon, on y apprend beaucoup de choses également sur la Russie. Vous le savez, hein, l'entourage du président est au centre d'une enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie. Stephen Bannon accuse donc Donald Trump de trahison pour avoir rencontré des personnalités russes en 2016. Est-ce que les informations qui sont au sein de ce livre et qui sont compromettantes pour Donald Trump pourraient-ils faire le bonheur du procureur de Robert Mueller ? Ça fait déjà un petit peu le bonheur du procureur Mueller, puisqu'il a déjà indiqué hier ou avant-hier qu'il allait demander à rencontrer Trump. Donc je pense que lui-même en tant que procureur n'a sans doute pas appris grand-chose, mais le fait que ça soit diffusé dans la presse et de cette manière-là va contribuer à renforcer les enquêtes. La sienne, celle de Robert Mueller, du procureur spécial, mais aussi les 3 enquêtes du Congrès, des commissions du Congrès qui ont lieu actuellement. Les enquêtes n'aboutissaient pas, donc il y avait beaucoup de résistance de la Maison-Blanche, elles étaient fractionnées, morcelées, et là, soudain, on apprend que Mueller va demander à interroger Trump, et je ne sais pas si vous l'avez observé, mais la sénatrice Dianne Feinstein, donc, qui est dans une des commissions d'enquête du Sénat, a divulgué sur Internet donc des sources qui sont confidentielles, qui étaient bloquées par donc la majorité républicaine qui contrôle cette commission d'enquête. Donc on a aussi une pression au niveau de l'enquête, ça va crédibiliser un peu plus l'enquête et on va sans doute voir dans les semaines et mois qui viennent, à mon avis, un positionnement un peu plus agressif de Robert. Ouais. Pour en revenir effectivement à Donald Trump, vous le disiez, il a affirmé mercredi 10 janvier que les États-Unis pourraient en théorie revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Néanmoins, le président américain ne donne aucun signe concret montrant qu'il entend aller dans cette direction. Il rappelle simplement que l'accord de Paris, tel que nous l'avons signé, pour le citer, était très injuste pour les États-Unis. Cette intervention peut-elle rassurer l'ensemble des signataires de l'accord de Paris ? Je pense que cette intervention n'a de quoi rassurer aucun signataire de l'accord de Paris. Pour moi, c'est simplement de la rhétorique politique. Trump est en grande difficulté. Et ça ressemble plus à une bouteille à la mer pour essayer de corriger un petit peu donc l'image des États-Unis. On voit bien que Trump vacille un petit peu, il est déstabilisé. Et cet accord de Paris était très symptomatique puisque rappelons-nous que les États-Unis sont le seul pays à ne pas en faire partie. Et donc les États-Unis sont de plus en plus isolés. Et Trump, en ce moment, a besoin, à mon avis, d'envoyer des signaux un petit peu plus rassurants qui vont lui permettre donc de renforcer son statut politique entre les deux axes dont on parlait, entre un parti républicain qui pense se débarrasser de lui s'il perd les élections de mi-mandat, et une droite dure qui, visiblement, à travers les propos de Bannon et la séquence qui vient de s'écouler, est en train d'essayer de modifier son image politique. Donc, c'est cette question d'accord de Paris. Écoutez, rien n'a changé sur le fond. Trump vous dit qu'il n'est pas inconcevable que les États-Unis retournent dans l'accord de Paris, soit il ajoute mais bon, l'accord de Paris n'était pas juste pour les États-Unis. Effectivement, donc prendre des décisions favorables à l'écologie, qui est politiquement et souvent économiquement difficile. Est-ce que les paramètres ont changé depuis hier ou avant-hier ? Non. Donc, visiblement, c'est une parole qui est assez creuse. Et sur l'Iran, alors on le voit, Nicolas Gachon, Téhéran, l'Union européenne font bloc face à Donald Trump qui menace là aussi de dénoncer cet accord signé en 2015. Quel avenir justement pour le nucléaire iranien selon vous ? Est-ce que Donald Trump va réellement agir comme il l'a promis durant sa campagne ? Je pense que la même chose que ce qui se passe avec l'accord de Paris est susceptible de se passer. Peut-être que Trump va mettre un petit peu la pédale douce. On est dans une problématique qui est connue maintenant avec Trump, c'est-à-dire qu'il a vendu de l'isolationnisme, il a vendu Make America Great Again, il a vendu America First,
Il a promis aux États-Unis qu'il serait le président des États-Unis et pas des autres pays du monde, et donc il substitue partout où il le peut une posture très isolationniste à une posture multilatérale. Donc on a eu un discours qui a évolué déjà. Dans les premiers temps, il disait qu'il allait lui-même mettre fin à l'accord sur le nucléaire iranien en oubliant que c'est un accord qui n'impliquait pas seulement les États-Unis, qu'il ne pourrait pas prendre tout seul la décision. Donc je ne sais plus trop quoi vous dire sur le dossier iranien. Là aussi, à mon avis, dans les semaines qui viennent, ça risque de bouger un petit peu. Mike Pence, le vice-président, va se rendre au Moyen-Orient donc d'ici la fin du mois, comme il l'avait promis. C'est un voyage qui avait été repoussé donc en décembre après la décision de Jérusalem comme capitale d'Israël, et à mon avis il y aura sans doute un peu de nouveau donc après le déplacement de Mike Pence d'ici la fin du mois. Oui, alors pendant ce temps, effectivement, l'électorat, les 36-38% de l'électorat de Donald Trump aux États-Unis tient, et visiblement ces actions semblent satisfaire l'électorat de Donald Trump. Pour l'instant, pour cette base-là, oui, il a été élu pour être non présidentiel, et non présidentiel, il est. Et cette base lui a pour l'instant tout pardonné. Il a tenu des propos diffamants sur les femmes pendant la campagne électorale, il s'est moqué d'un journaliste handicapé, il a insulté la totalité de ses adversaires, et néanmoins, il a été élu président des États-Unis. Donc sa base ne bouge pas. Je pense que le gros problème de Trump qu'il n'a pas mesuré et qu'il va devoir affronter ces prochaines semaines, c'est qu'il existe, à mon avis, une élite à droite, une élite de la droite conservatrice qui est en train de bouger, qui est en train d'être gênée par l'instrument politique que représente Donald Trump et qui est en train de changer son fusil d'épaule. C'est pour ça qu'il y a eu la tension avec Steve Bannon, c'est pour ça aussi que Steve Bannon donc, a été évacué de la direction de aux États-Unis. Donc, je pense que la droite conservatrice, il y a une élite qui est en train de modifier donc l'image peut-être pas de l'alt-right, mais en tout cas de la droite très dure, et Trump risque fort d'en faire des frais. Voilà, c'est à mon avis c'est l'enjeu pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et bien voilà, nous aurons effectivement l'occasion d'en reparler avec vous, Nicolas Gachon. Le feu et la fureur, Trump à la Maison Blanche, sera d'ailleurs publié et traduit en français. Il sortira le 22 février chez Robert Laffont. 80 000 exemplaires sont tout de même prévus. Merci beaucoup, Nicolas Gachon, d'avoir accepté avec grand plaisir, merci à vous. Notre invitation, et eh bien je vous invite à suivre le Twitter de Nicolas Gachon pour avoir en direct l'analyse de Nicolas Gachon sur les États-Unis. À très vite.